Connaissance, recherche, science, sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Bien, bonjour à vous tous. C'est une journée aujourd'hui, ou une après-midi plus exactement, qui va être consacrée à l'administration des protéines d'une manière générale. Vous allez le voir, l'utilisation des nano- et des microtechnologies pour la vaccination. Et puis nous avons l'honneur d'avoir le professeur Nicolas Pepas qui va vous parler de l'utilisation de différents polymères, de différentes méthodologies pour administrer des médicaments de type protéique par voie transmucosale. Alors aujourd'hui donc, mon cours va porter sur les nano- et les microtechnologies pour la conception de vaccins. Alors pour bien comprendre ce cours, il est tout à fait important de se rappeler ce qu'est l'immunité d'une manière générale, l'immunité systémique et également, on le verra, l'immunité muqueuse. Alors, vous le voyez, l'immunité systémique est de deux types. Elle peut être d'une part cellulaire et d'autre part humorale. Ce sont deux voies importantes de la réponse immune. Alors, la réponse immunitaire humorale, vous le voyez ici, elle est extrêmement simple. Lorsqu'un organisme vivant entre au contact avec, par exemple, un virus, une bactérie, un micro-organisme quelconque, eh bien, vous voyez qu'il va y avoir dans un premier temps le recrutement de lymphocytes B qui vont très rapidement être activés sous l'influence de cytokines, on va en reparler, et ces lymphocytes vont tout simplement synthétiser, vous le voyez, des anticorps qui vont venir neutraliser les antigènes de surface, par exemple des particules virales. Ça, c'est ce que l'on appelle l'immunité humorale. À côté de l'immunité humorale, c'est la deuxième voie de l'immunité, vous le voyez ici, on a la réponse immune dite cellulaire, qui est un tout petit peu plus compliquée, mais dans tous les cas, cette réponse immunitaire cellulaire fait apparaître un acteur absolument majeur de la réponse immunitaire, ce sont les cellules dendritiques ou encore les cellules présentatrices d'antigènes. Alors, en fait, vous le voyez, ces cellules vont effectivement exprimer d'une certaine manière, avec des processus divers et variés que je vais vous expliquer, ces cellules vont exprimer les antigènes viraux ou bactériens et vont par conséquent recruter d'une part ce que l'on appelle les lymphocytes C cytotoxiques. C'est aussi ce que l'on appelle la réponse, vous le voyez, CTL, parce que ça va être une réponse cytotoxique. En effet, ces lymphocytes T, cette fois-ci, vont être activés, vont être transformés en des cellules C cytotoxiques. Ces cellules vont se lier, vont reconnaître les cellules infectées et vont provoquer la lyse de ces cellules infectées. Alors, d'autre part et parallèlement, vous le voyez, vous avez des lymphocytes T qu'on appelle les lymphocytes T helper. C'est-à-dire ce sont des lymphocytes T qui vont aider finalement la réponse immune, puisque là aussi ces lymphocytes vont maturer, vont libérer, vous le voyez, toute une série de cytokines, et ces cytokines vont avoir une action de helper, donc d'aide, si vous voulez, à la réponse immune, à la fois en termes, vous le voyez ici, de maturation des B-lymphocytes, des lymphocytes B pour la synthèse des anticorps, et puis d'autre part, de maturation, vous le voyez, des lymphocytes T cytotoxiques. Ça, c'est la réponse immune dite systémique, donc générale. Alors, à côté de cela, on a également la réponse immunitaire de type muqueuse, qui est un petit peu plus particulière et qui concerne, comme le nom le dit bien, les muqueuses. Alors, vous savez que les muqueuses, ça peut être la muqueuse nasale, ça peut être la muqueuse pulmonaire, ça peut être aussi, vous le voyez, la muqueuse intestinale. Et dans le cas de la muqueuse intestinale, on a un organe lymphoïde que l'on appelle les plaques de Peyer, que vous voyez ici, et qui sont constituées essentiellement de cellules qu'on appelle les cellules M. Ces cellules vont être capables de reconnaître, vous le voyez, les antigènes. Ces antigènes vont traverser les cellules M et être pris en charge
par les cellules dendritiques, cellules, encore une fois, présentatrices d'antigènes. Alors, les cellules dendritiques vont présenter l'antigène qui a été processé au lymphocyte T. Il y aura aussi le recrutement de lymphocytes B, et ces lymphocytes à la fois T et B vont en fait parcourir le canal lymphatique mésentérique, ensuite le canal thoracique, et passer via la sous-clavière dans la circulation générale, où vous le voyez, les lymphocytes B vont déjà commencer à synthétiser des immunoglobulines qui sont d'un type particulier, qui sont les immunoglobulines de type A. Alors, d'autre part, dans la circulation générale, vous avez les lymphocytes T à CD4+, qui sont, je vous le rappelle, les lymphocytes T helper, qui vont synthétiser les cytokines, l'IL6, l'IL5, et ces cytokines, en fait, vont permettre aux lymphocytes B, qui sont responsables de la synthèse des IgA, des antigènes A, eh bien, ces cytokines vont permettre la maturation des lymphocytes B avec la synthèse d'immunoglobulines A qui vont être dimériques. Et vous voyez que ces immunoglobulines A vont reconnaître un récepteur polymère du côté distal, basolatéral, si vous voulez, de la muqueuse intestinale ou des autres muqueuses de l'organisme. Et ensuite, eh bien, vous le voyez, au niveau de la muqueuse, il va y avoir une sécrétion d'immunoglobulines de type dimérique IgA, d'immunoglobuline A de type dimérique. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que si vous induisez une immunité, par exemple, comme je vous l'ai expliqué ici, par la voie orale, par l'épithélium intestinal, eh bien, vous allez avoir en fait une immunité qui va concerner toutes les muqueuses de l'organisme, pas seulement la voie orale, pas seulement l'épithélium intestinal, mais aussi l'épithélium nasal, mais aussi l'épithélium bronchique, etc., comme nous allons le voir. Donc, vous voyez que ça, c'est ce que l'on appelle l'immunité muqueuse, c'est la synthèse d'IgA, alors que l'immunité systémique, c'est plutôt la synthèse d'IgG, encore qu'il peut y avoir des IgG muqueux. Alors maintenant, pourquoi, puisque c'est un cours sur les micro- et les nanotechnologies, pourquoi donc est-ce que les micro- et les nanotechnologies vont être utiles pour la vaccination? Eh bien, tout d'abord, vous le voyez, parce que aussi bien les microtechnologies que les nanotechnologies vont protéger l'antigène de la dégradation dans les liquides biologiques. D'autre part, ces particules vont permettre la libération graduée de l'antigène avec une augmentation du temps d'exposition de l'antigène vis-à-vis des cellules présentatrices d'antigène et vis-à-vis, d'une manière générale, bien entendu, des lymphocytes, en particulier les lymphocytes B. Il faut savoir aussi que quand on a des microparticules qui ont une taille inférieure à 10 microns, ou a fortiori, bien sûr, des nanoparticules d'une taille inférieure au micron, eh bien, ces particules vont être facilement phagocytées à la fois par les macrophages et par les cellules dendritiques. Et puis, eh bien, on va le voir dans plusieurs exemples, les micro- et les nanoparticules sont capables de faire maturer les cellules, en particulier les cellules T helper, et donc vont participer à la production des cytokines. Un élément important dont j'ai déjà parlé notamment dans la leçon inaugurale, c'est que les micro- et les nanoparticules, de par leur taille, ont une taille qui est similaire à beaucoup de pathogènes. Les microparticules ont une taille plutôt proche des bactéries, les nanoparticules une taille qui est plutôt proche des virus. Et donc, finalement, le système immunitaire, il est équipé pour traiter des particules d'une taille comprise, je dirais, entre quelques centaines de nanomètres et quelques dizaines de microns. Alors, je voudrais revenir sur l'immunité muqueuse et pourquoi utiliser des micro- ou des nanoparticules pour l'immunité muqueuse. Eh bien, en particulier parce qu'il faut savoir, je vous l'ai dit, qu'au niveau des plaques de Peyer de l'intestin, donc de l'organe lymphoïde de l'épithélium intestinal, il y a ces fameuses cellules M que vous voyez ici. Et ces cellules M, en fait, elles sont équipées pour tout capter. Les antigènes, les microparticules, les nanoparticules. En d'autres termes, il y a peu de spécificité de transport. Elles ne vont pas reconnaître sélectivement tel ou tel antigène, non. Elles vont capter l'ensemble des antigènes qu'elles vont rencontrer.
Et ces cellules ont ceci de particulier, c'est qu'en réalité, elles ne sont pas équipées de matériel enzymatique. Vous vous rappelez que dans le cours qui était réservé à l'interaction des systèmes nanoparticulaires avec les cellules, je vous avais expliqué que les lysosomes cellulaires, ce sont évidemment des organites intracellulaires qui sont bourrés d'enzymes. Eh bien, il y a des exceptions puisque les cellules M, en fait, n'ont pas de lysosomes et n'ont pas de contenu enzymatique. Ce sont des cellules qui vont simplement transporter les antigènes du côté apical vers le côté basolatéral, idem avec les systèmes nanoparticulaires, puisqu'en particulier on sait que les surfaces hydrophobes vont favoriser la capture par les cellules M. Donc vous l'avez compris, eh bien, les systèmes, qu'ils soient nano ou microparticulaires, ont une capacité de capture, de translocation au niveau des cellules M des plaques de Peyer de l'intestin. Alors, eh bien, il y a quelques expériences qui ont été faites et qui ont bien prouvé que les plaques de Peyer étaient capables de processer les systèmes nanoparticulaires. Alors, dans la partie gauche de la diapositive, c'est une expérience qui a été faite par l'équipe de Sandy Florence en Angleterre, et en particulier, il a utilisé tout simplement des nanoparticules qui ont été de polystyrène, qui ne sont pas biodégradables comme modèle, qui ont été marquées à la fluorécéine. Et donc, vous voyez qu'après administration orale, vous voyez très bien ici une plaque de Peyer. Vous voyez que dans un premier temps, les nanoparticules fluorescentes vont s'absorber à la surface des cellules épithéliales et des cellules M. Et puis, peu de temps après, eh bien, vous voyez qu'on va retrouver ces nanoparticules dans le canal mésentérique, c'est-à-dire dans tout le système lymphatique. Et ensuite, ces particules, bien entendu, vont migrer avec les cellules immunocompétentes dans la circulation générale. Alors, ceci tout simplement pour rappeler un bon souvenir à Francis Puisieux, puisqu'il y a déjà relativement longtemps, avec Christiane Damgé à Strasbourg, eh bien, on avait administré nous-mêmes des nanocapsules, cette fois-ci par voie orale, et on avait essayé de les retrouver au niveau des organes lymphoïdes de l'intestin. Alors, vous voyez très bien qu'on envoie ici des quantités considérables. Alors, vous voyez ici une cellule M, vous voyez ici un lymphocyte, donc là, on est en plein dans la plaque de Peyer, et vous voyez qu'on voit des tas de nanocapsules qui sont entre les lymphocytes et les cellules M, mais vous en voyez aussi des quantités considérables à l'intérieur des lymphocytes, ici et ici. Alors, on ne sait pas très bien si c'est des lymphocytes B ou si c'est des lymphocytes T, mais dans tous les cas, ce sont des cellules lymphocytaires et il y en a pas mal dans l'espace extracellulaire. Alors maintenant, on va passer en revue finalement, et on va essayer d'illustrer tout cela. Je vais essayer de vous montrer en quoi les nanovecteurs peuvent aider à la réponse immune et à la réponse vaccinale. Alors, vous le voyez, en termes de nanovecteurs pour les antigènes, il y en a pas mal. On va tous les passer en revue. Il y a les virosomes, il y a les protéosomes, il y a les iscomes, il y a les nanogouttes d'huile ou nanoémulsions, et puis il y a bien entendu les liposomes et les nanoparticules. On va commencer par les virosomes. Alors, les virosomes, c'est quoi? Eh bien, en fait, ce sont des systèmes qui ressemblent parfaitement, au moins au niveau de l'enveloppe externe, aux particules virales, parce que, en fait, les virosomes sont obtenus tout simplement en reconstituant l'enveloppe virale des virus, mais en éliminant, bien entendu, le matériel génétique, c'est-à-dire les ARN, si c'est un rétrovirus, ou les ADN. Alors, pratiquement, on peut préparer des virosomes de deux manières différentes. Ou bien on va simplement solubiliser l'enveloppe virale à l'aide de détergents, c'est une première possibilité. Ou bien on va préparer des petits liposomes unilamellaires. Alors rappelez-vous, le cours sur les liposomes, ce sont des SUV pour Small Unilamellar Vesicles. Et on va piquer dans les bicouches de phospholipides les antigènes, les spicules viraux. Et vous avez ici une vision en microscopie électronique à transmission de ces virosomes. Vous voyez bien ici la bicouche de phospholipides d'un SUV, et vous voyez, si vous avez de bons yeux en surface, la présence des spicules viraux, bien sûr à l'intérieur des virosomes, sauf si on le met, mais normalement, il n'y a pas le matériel génétique viral. Alors la question est de savoir, mais ces virosomes qu'on a reconstitués, qui ressemblent à des virus, est-ce qu'ils sont toujours fonctionnels ? Et est-ce qu'ils sont fonctionnels, je dirais, de deux points de vue. D'une part, de leur capacité de fusion, on va y revenir, et d'autre part, de leur capacité, évidemment, de pénétration intracellulaire pour faire rentrer les antigènes à l'intérieur des cellules, en particulier des cellules dendritiques. Alors tout d'abord, la fusion. Pourquoi est-ce que la fusion est importante ? Eh bien, essentiellement, comme vous le voyez dans la partie
inférieure de la diapositive, parce que les virus, et en particulier le virus de la grippe, les virus vont essayer d'échapper à la destruction par les enzymes lysosomiaux. Et pour cela, par exemple, le virus de la grippe, il a une protéine que l'on appelle l'hémagglutinine. Alors, l'hémagglutinine, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, vous le voyez, le virus va être capté par la cellule, et pour l'infecter, à un certain moment, la membrane virale va fusionner avec la membrane du lysosome ou de l'endosome, plus exactement de l'endosome lointain, et le matériel génétique va de cette manière-là être relargué dans le cytoplasme cellulaire. Et donc la question qui se posait, c'était de savoir est-ce que les virosomes ont cette capacité de fusion? Alors, et en particulier, évidemment, de fusion à pH acide, puisque ça concerne les endosomes qui ne sont pas les endosomes précoces, mais les endosomes lointains. Alors, pour cela, on peut faire une expérience qui est basée, vous le voyez, sur le transfert de fluorescence. De quoi s'agit-il? On va prendre d'une part des virosomes qui contiennent bien entendu la protéine d'intérêt, qui est l'hémagglutinine, qui est capable d'induire la fusion, et puis on va prendre également, vous le voyez ici, des globules rouges, des érythrocytes. On va marquer les virosomes à la fluorescence et on va tout simplement évaluer la fusion entre les virosomes et les érythrocytes par le transfert de fluorescence. Et vous voyez qu'à pH acide, eh bien, en effet, on a le transfert de fluorescence et donc on garde cette fonctionnalité des virus d'être capable de fusionner quand on a préparé des virosomes. En revanche, vous le voyez en bleu, si vous neutralisez, je dirais, les virosomes, et donc si vous faites l'expérience à pH neutre, eh bien, vous voyez qu'il y a une perte totale des capacités de fusion, puisqu'encore une fois, les fusions intracellulaires n'ont lieu qu'au pH acide des endosomes. Donc, on conserve l'activité, la propriété de fusion des virus. Est-ce qu'on conserve la pénétration intracellulaire? Alors ici, il y a une expérience très simple qui a été faite. On a pris la sous-unité A de la toxine diphtérique. Alors, cette sous-unité A va être capable d'inhiber toute la synthèse des protéines de la cellule. Mais cette sous-unité A, toute seule, elle ne sait pas rentrer dans les cellules. Donc, si vous incubez la sous-unité A de la toxine diphtérique avec des cellules, eh bien, vous voyez qu'il n'y aura pas d'inhibition de la synthèse des protéines. Si, par contre, vous encapsulez cette sous-unité A de la toxine diphtérique dans des virosomes, eh bien, vous voyez que vous allez immédiatement inhiber 100% de la synthèse des protéines. Donc, vous voyez bien que les virosomes ont gardé finalement deux caractéristiques de fonctionnalité extrêmement importantes des virus, c'est-à-dire d'une part la pénétration intracellulaire et d'autre part la capacité de fusionner à pH acide. Alors maintenant, comment est-ce que les virosomes vont interagir avec le système immunitaire et avec toutes les cellules dont on a parlé, les lymphocytes et les cellules présentatrices d'antigènes? Eh bien, on a représenté ici sur cette plaque les virosomes avec les antigènes, vous le voyez en surface, les antigènes de membrane, les antigènes d'enveloppe. Et tout d'abord, ces virosomes, bien sûr, vont être reconnus par les lymphocytes B et cela va permettre la synthèse d'anticorps. Ça, c'est évidemment l'immunité systémique IgG. Mais ces virosomes vont également être reconnus par les cellules dendritiques, donc par les cellules présentatrices d'antigènes. Et là, ça va être un tout petit peu plus compliqué parce que vous voyez ici que ces virosomes vont être captés par les cellules dendritiques par endocytose. On va les retrouver dans des endosomes intracellulaires. Et dans ces endosomes, il va y avoir, je dirais, deux voies de processing des antigènes. D'une part, une voie de fusion, on en a déjà parlé, et d'autre part, une voie de dégradation. Alors, je vais commencer par la voie de dégradation. La voie de dégradation concerne surtout les antigènes d'enveloppe du virosome, les antigènes donc d'enveloppe issus du virus à l'origine. Ces antigènes vont être dégradés dans les lysosomes, vont être processés et ensuite vont être exprimés à la surface des cellules dendritiques sous forme du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2 que vous voyez ici. Et ce complexe majeur d'histocompatibilité va être capable de recruter des lymphocytes T helper, donc ceux qui aident à la réponse immunologique.
et ces lymphocytes T helper vont synthétiser des cytokines qui vont activer la synthèse d'anticorps par les lymphocytes B. Donc vous voyez qu'il y a toute une série de rétrocontrôles qui sont importants évidemment dans l'immunité. L'autre voie de processing, si je puis m'exprimer ainsi, de ces virosomes concerne les autres antigènes, donc les antigènes qui ne sont pas les antigènes d'enveloppe, qui, eux, ne vont pas être dégradés puisque vous allez avoir un phénomène de fusion. On va retrouver ces antigènes dans le cytoplasme cellulaire et puis ces antigènes vont être pris en charge par le protéasome, puis par l'appareil de Golgi. Et tout ceci va aboutir, après un certain nombre de choses relativement complexes, à exprimer le complexe majeur d'histocompatibilité, cette fois-ci de classe 1. Et ce complexe majeur d'histocompatibilité va permettre de présenter finalement un antigène au lymphocyte T cytotoxique, et le lymphocyte T cytotoxique, lui, eh bien, il va induire ultérieurement la lyse des cellules infectées, et il va être lui-même activé par les cytokines qui vont être libérées par les lymphocytes T helper qui ont été recrutés grâce à l'expression à la surface de ces cellules dendritiques du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2. Je sais bien que tout ça est un tout petit peu complexe, mais c'est important à comprendre, et le message important, c'est de savoir que finalement, ces virosomes, eh bien, ils vont permettre la maturation des cellules dendritiques et la présentation de l'antigène aux lymphocytes. C'est ça qu'il est important de se rappeler. Alors, voici une expérience qui a été faite par une équipe dans Vaccine et qui montre bien qu'effectivement, les virosomes permettent finalement de maturer les cellules présentatrices d'antigènes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des cellules dendritiques que l'on a incubées avec de l'ovalbumine encapsulée dans des virosomes. Et puis, grâce à des anticorps monoclonaux qui sont capables de reconnaître les protéines qui sont spécifiques de la maturation cellulaire des cellules dendritiques, eh bien, vous voyez qu'on a pu regarder l'expression du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1, du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2, de CD40, d'ICAM1, qui sont tous des marqueurs de la maturation cellulaire. Et vous voyez que en bleu, les virosomes vont induire une maturation des cellules dendritiques que l'on n'a pas si l'on incube simplement l'ovalbumine, comme vous le voyez en vert, dans du sérum. Alors, est-ce que ça marche concrètement? Eh bien, ici, c'est un résultat qui a été réalisé avec un essai clinique sur la vaccination par le virus de l'influenza, le virus de la grippe. Alors, vous voyez ici les titres en anticorps, alors en immunité cette fois-ci qui est systémique, donc en IgG. Vous voyez les titres en anticorps tout d'abord du vaccin classique, qui est l'Inflexa, qui a été administré par voie sous-cutanée ou intramusculaire. Et puis on a ensuite réalisé la vaccination nasale avec des virosomes qui contiennent les antigènes de ces virus de la grippe. Alors la souche, à la fois la souche A et la souche B. Alors vous voyez que si on aide un petit peu les choses en rajoutant en plus au virosome une toxine d'Escherichia coli, eh bien vous voyez que l'on a une réponse en immunoglobuline, en anticorps, qui est bien supérieure au vaccin classique. Et si on ne met pas, vous le voyez ici, la toxine labile d'Escherichia coli, eh bien malgré tout, on a par voie nasale une réponse immune qui est à peu près équivalente au vaccin classique administré par voie intramusculaire. Ça, ce sont les virosomes. Deuxième type de, je dirais, nanovecteurs pour l'administration des antigènes, ce sont les protéosomes. Alors, que sont les protéosomes? Eh bien, ces particules de quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres sont formées tout simplement par la membrane externe d'une Neisseria, par une protéine de la membrane externe de Neisseria meningitidis, et également par un lipopolysaccharide qui est extrait de différentes Shigella, qui sont évidemment des bactéries. Et puis, on va mélanger donc cette protéine, ce lipopolysaccharide, avec un détergent, avec un agent tensioactif, et on va obtenir des nanoparticules qui contiennent le protéosome et dans lesquelles on peut mettre l'antigène d'intérêt. Alors l'antigène d'intérêt qui a été utilisé ici, c'est de nouveau l'hémagglutinine, donc cet antigène de la grippe, sauf que c'est une hémagglutinine qui est recombinante. Vous voyez qu'on a ensuite infecté
des souris de laboratoire par la grippe. Et vous voyez que si on ne traite pas ces souris, eh bien, elles vont mourir extrêmement rapidement, vous le voyez en blanc. Si vous les traitez par voie nasale avec l'antigène sous forme libre, eh bien, vous voyez que vous n'avez absolument aucune immunité, donc les souris ne sont absolument pas protégées de l'infection. Si vous injectez par contre l'antigène sous forme libre, mais non plus par voie muqueuse, mais par voie injectable, par voie intramusculaire, eh bien, on a une protection d'à peu près 80% des animaux, mais c'est évidemment une voie agressive. Et par contre, si on utilise les protéosomes que vous voyez ici par voie nasale, eh bien, on protège 100% des animaux. Et parallèlement, si vous regardez maintenant la perte de poids, qui est vraiment un signe de l'infection, eh bien, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes résultats. Les animaux non traités ou les animaux traités par l'antigène sous forme libre par voie nasale vont perdre rapidement du poids. Lorsque l'on injecte l'antigène par voie intramusculaire, on a une perte de poids qui est importante, mais qui est moins importante que quand on l'administre par voie nasale. Et vous voyez qu'encore une fois, sous forme de protéasome, eh bien, on va protéger tous les animaux qui n'auront absolument aucune perte de poids. Alors, il faut savoir que vous voyez qu'on travaille beaucoup avec des antigènes de la grippe, parce que vous imaginez que c'est un marché important si on arrive réellement. Ensuite, il y a bien sûr les essais cliniques, les problèmes de toxicité, de safety, etc. Mais vous comprenez bien que l'administration du vaccin de l'influenza par voie nasale, qui éviterait l'injection, qui éviterait de devoir payer une consultation chez le médecin, c'est évidemment, je dirais, un marché qui est tout à fait considérable. Troisième type de nanovecteur pour induire l'immunité, c'est ce que l'on appelle les ISCOM, pour Immunostimulating Complex. Alors, de quoi sont composés les ISCOM? D'une part, bien entendu, de la protéine antigénique, à laquelle on va ajouter du cholestérol, un phospholipide et une saponine, dont vous voyez ici la structure un petit peu complexe. La saponine a une activité tensioactive et elle joue essentiellement le rôle d'adjuvant. Et vous voyez très bien ici, en microscopie électronique à transmission, qu'effectivement, ces ISCOM eh bien, ont réellement une structure de petites cages de quelques dizaines à une centaine de nanomètres. Alors, est-ce que ces ISCOM sont capables de générer une immunité systémique? Eh bien, vous le voyez ici, oui. En fait, ici, on n'a pas utilisé une voie muqueuse, mais on a utilisé une voie injectable qui est intramusculaire. Et on a regardé, cette fois-ci, la réponse T-helper, c'est-à-dire la réponse en lymphocytes T qui vont synthétiser les cytokines importantes pour la réaction immunitaire, à savoir l'interféron gamma et l'IL-5. Alors, vous voyez la réponse en termes d'interféron gamma ici, tout simplement des témoins, des souris qui sont non immunisées. Alors, vous voyez ici en gris un peu plus foncé les souris qui ont été immunisées en réalité par voie sous-cutanée, mais avec l'antigène sous forme libre, et en noir, l'immunisation des souris avec le même antigène, mais sous forme d'ISCOM. Alors vous voyez très très bien qu'on a effectivement une réponse T-helper aussi bien en IL-5 qu'en interféron gamma, qui est beaucoup plus importante avec les ISCOM qu'avec l'antigène administré sous forme libre. Alors, tout ceci va se traduire sur le plan clinique par une diminution de la mortalité des souris. Alors ça, c'est évidemment un modèle murin. Encore faut-il voir si cela est transposable à l'homme. Alors, vous voyez, c'est une autre publication, mais là encore, c'est un vaccin contre la grippe. Donc, vous voyez que le problème de la vaccination contre la grippe, c'est vraiment un marché important. On a administré, vous le voyez, une dose de 5 microgrammes de l'antigène de la grippe, à savoir, encore une fois, l'hémagglutinine. Vous voyez qu'on tombe toujours sur à peu près les mêmes antigènes. Vous voyez qu'en fait, sous forme d'ISCOM, on va avoir une production d'IgG, d'immunoglobuline G, au niveau sérique, qui est à peu près 20 fois plus importante qu'avec l'antigène sous forme libre. On a également la production d'une immunité muqueuse sous forme d'IgA, alors qu'on n'a absolument pas d'immunité muqueuse quand on va administrer le vaccin sous forme libre. Alors encore une fois ici, c'est de la vaccination intranasale, c'est pour cela qu'on a une réponse, encore une fois en IgA, comme je vous l'indiquais au début du cours.
Et tout ça va se traduire, vous le voyez, avec les souris traitées par les ISCOM par 90% de survie des animaux, alors que vous n'aurez que 40% de survie des animaux quand on leur a administré le vaccin sous forme libre. Autre nanotechnologie, si je puis dire, pour la vaccination, dont vous avez sans doute entendu parler un petit peu lorsqu'on a parlé de la grippe H1N1, de la vaccination, c'est ce que l'on appelle le vaccin MF59. Ce sont en fait des nano-émulsions avec une phase huileuse qui est composée, vous le voyez, de squalène, dont on a un petit peu parlé, de polysorbate d'agents tensioactifs, donc de polysorbate 80, et également de trioléate de sorbitane. Et évidemment, on va rajouter à cette émulsion l'antigène d'intérêt. Alors ici, vous voyez dans la partie gauche de la diapositive un essai clinique qui a été réalisé sur, vous le voyez, 3 souches de virus de la grippe, la souche B, la souche AH3N2 et la souche AH1N1. Vous avez ici le taux d'anticorps du vaccin classique, c'est la ligne que vous voyez ici au niveau de 1. Et ensuite, on a immunisé les patients avec l'antigène correspondant dans les nanogouttelettes de MF59 et on a regardé les taux d'anticorps après une première, une deuxième et une troisième immunisation pour chacune des souches virales. Et vous voyez que chaque fois, on est très au-dessus du vaccin normal en termes de titre d'anticorps. Autre nanovecteur, les liposomes. Donc vous voyez, d'une manière générale, on voit bien qu'on améliore l'immunité, en particulier l'immunité muqueuse. Et ici, avec les liposomes, eh bien, dans cette expérience, il s'agit d'immunité systémique. Alors, quelle est l'expérience qui a été faite? Elle est assez simple. On va tout d'abord injecter soit des liposomes chargés positivement, non chargés ou chargés négativement, avec un antigène modèle qui est de l'ovalbumine. Et on va utiliser à titre de comparaison l'adjuvant complet de Freund, qui est toxique, qu'on ne peut pas utiliser en vaccination humaine, dans lequel on a mis le même antigène de l'ovalbumine. Et puis, 8 jours après, eh bien, on va injecter l'ovalbumine, et tout ça se fait dans le coussinet de la patte du rat, et puis on va regarder tout simplement le gonflement de la patte, c'est-à-dire la réaction inflammatoire, qui est l'expression de la réaction immunitaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que 24 heures, ce sont les colonnes blanches, après l'injection. On a une réponse immunitaire très importante avec le vaccin à base de l'adjuvant complet de Freund. On sait bien que c'est un booster terrible de l'immunité, mais encore une fois, vous le savez, il est toxique. Vous voyez que les liposomes positifs vont induire un gonflement important de la patte, mais dans une moindre mesure les neutres et les négatifs. Et vous voyez que l'antigène libre, de même que le placebo, n'ont absolument aucun effet, aucune influence sur le volume de la patte des animaux. Alors, on a pu regarder également avec ces mêmes liposomes, cette fois-ci après vaccination, toujours après injection sous-cutanée. Cette fois-ci, on a utilisé un autre antigène qui est la bêta-galactosidase. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé la réponse cytotoxique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement prélever les lymphocytes de la rate, on va les co-cultiver avec les cellules cibles et on va voir le pourcentage de lyse de ces cellules cibles. Et vous voyez que le résultat, il est assez complémentaire au résultat que je viens de vous présenter, à savoir que les liposomes chargés positivement contre les 2 cibles cellulaires vont induire une réponse C cytotoxique extrêmement forte, extrêmement intense. Même chose pour l'adjuvant de Freud. Par contre, vous voyez que les liposomes chargés négativement et les liposomes neutres n'ont absolument, dans ce modèle-ci, aucune activité cytotoxique. On en arrive maintenant au dernier type de nanovecteur qui a été utilisé dans le domaine de la vaccination, ce sont évidemment les nanoparticules. Et contrairement, je vous ai beaucoup parlé de nanoparticules polymères, eh bien dans le domaine de la vaccination, ce sont surtout des nanoparticules, pas uniquement, mais ce sont surtout des nanoparticules à base de phosphate de calcium qui ont été utilisées. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, comment les prépare-t-on? Eh bien, on va utiliser, vous le voyez, une solution de chlorure de calcium, et dans cette solution aqueuse, on va dissoudre l'antigène,
Et ici, on a utilisé en fait une protéine de type 2 du virus de l'herpès simplex. On va mélanger cette solution avec du phosphate de sodium et également avec du citrate de calcium, et on va former spontanément des nanoparticules qui vont avoir une taille inférieure au micron et qui vont être formées principalement de phosphate de calcium. Vous les voyez ici, vous voyez qu'on a des particules qui ont une bonne homogénéité de taille, et on peut même regarder la surface en AFM. Alors voilà l'expérience qui a été faite avec des souris qui ont été infectées par le virus de l'herpès simplex. Vous savez que c'est un virus qui va induire des dommages importants au niveau de la muqueuse vaginale. Alors comment est-ce qu'on a traité ces animaux? Eh bien, on va les traiter soit par voie intranasale, c'est ce que vous voyez dans la partie gauche de la diapositive, soit par voie intravaginale. On va les traiter soit avec l'antigène HSV2 dans des nanoparticules en noir, soit avec l'antigène sous forme libre en solution aqueuse, ce sont les histogrammes avec les barres horizontales. On va évidemment, comme témoin, prendre des nanoparticules sans antigène en blanc, et puis on va utiliser également, on va les vacciner avec un placebo qui est du phosphate buffer. Alors, vous voyez très très bien que, à la fois quand on fait de l'immunisation nasale et quand on fait de l'immunisation intravaginale, eh bien, on voit très très bien que seules les nanoparticules qui ont encapsulé l'antigène vont vous donner une réponse de type mucosal, c'est-à-dire une production d'IgG et d'IgA au niveau vaginal et une production d'IgG et d'IgA au niveau vaginal après immunisation vaginale, et ici c'est après immunisation intranasale. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir que même si vous immunisez les animaux par la voie muqueuse nasale, vous allez avoir des IgA qui vont s'exprimer au niveau vaginal. Donc vous voyez, ça c'est le côté, je dirais, universel de l'expression des IgA dans l'immunité muqueuse. Ça, ce que je vous ai montré, c'est la réponse qui est muqueuse, en IgA ou en IgG muqueux. Maintenant, qu'en est-il de la réponse systémique? Alors, pour la réponse systémique, on va regarder cette fois-ci les anticorps au niveau sérique, c'est-à-dire les IgG et les Ig2A, cette fois-ci au niveau du sérum, non plus au niveau des muqueuses. Et vous voyez qu'on va de nouveau regarder la réponse après immunisation intranasale à gauche et après immunisation intravaginale à droite, et vous voyez qu'à nouveau, eh bien, seul lorsque l'antigène se trouve dans les nanoparticules de phosphate de calcium, vous avez une réponse systémique à la fois en IgG, en Ig2A, que ce soit d'ailleurs après l'administration intravaginale ou après l'administration nasale. Vous voyez très bien que l'antigène sous forme libre n'induit absolument aucune immunité générale, aucune immunité systémique. Alors tout ça va se traduire par des signes cliniques. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit que c'est un virus qui va principalement attaquer la muqueuse vaginale. Et donc, on va regarder au niveau de la muqueuse, on va tout simplement donner un score clinique au niveau de la muqueuse. Le score 0, c'est pas d'infection. Le score 1, c'est une petite rougeur. Le score 2, c'est un gonflement de la muqueuse vaginale. Le score 3, c'est une ulcération génitale franche. Le score 4, c'est ulcération génitale qui est vraiment sévère avec en plus paralysie. Et 5, c'est la mort. Alors, si on immunise par voie nasale, vous voyez que sous forme, alors on voit bien l'évolution de la maladie, vous voyez très très bien que sous forme de nanoparticules, on va réduire le niveau de la sévérité clinique d'un grade 4-5, c'est-à-dire paralysie mort, vers un grade 3, c'est-à-dire ulcération génitale. On n'a pas guéri les animaux et on a fait de l'immunité nasale. Si on fait de l'immunisation par administration des nanoparticules au niveau de la muqueuse vaginale, eh bien vous voyez qu'on est plus efficace. Donc quand même, quand on immunise sur une muqueuse, qui est la muqueuse cible, on est quand même plus efficace en termes de production d'IgA, puisque vous voyez très très bien que quand on immunise avec l'antigène anti-herpès simplex dans les nanoparticules, eh bien vous voyez qu'on supprime pratiquement la maladie,
puisqu'on a à peine une petite rougeur ou même pas d'infection du tout, alors que toutes les autres formulations vont donner lieu à des grades 4 ou 5 du niveau de l'infection. Donc vous voyez que c'est relativement spectaculaire ce que cette étude a montré. Alors on a étudié évidemment l'interaction entre des nanoparticules et ce fameux acteur de l'immunité systémique que sont les cellules dendritiques. Alors ici, c'est un travail qui a été réalisé essentiellement, non plus avec des nanoparticules de phosphate de calcium, mais avec des nanoparticules d'acide polylactique coglycolique, qui ont été tout simplement incubées avec des cellules dendritiques. Alors, on a marqué les cellules dendritiques, vous le voyez, avec un colorant fluorescent qui permet de voir la membrane cellulaire. Alors, voilà les cellules dendritiques contrôle. Si on les incube avec des nanoparticules d'acide polylactique coglycolique qui encapsulent du dextran fluorescent qui est marqué à la rhodamine, eh bien vous voyez que ces nanoparticules vont rentrer dans les cellules dendritiques par endocytose, exactement finalement comme le faisaient les fameux virosomes. Et puis vous voyez que si vous rajoutez de la cytocalasine B, alors rappelez-vous le cours sur l'interaction avec les cellules, la cytocalasine B va bloquer toutes les voies de l'endocytose, et bien vous voyez que ces nanoparticules marquées à la fluorescence ne peuvent plus rentrer dans les cellules. Alors tout ça peut se décliner en faisant ce que l'on appelle de la cytométrie de flux. Alors la cytométrie de flux, on va regarder la fluorescence naturelle des cellules que vous voyez en noir, et puis la fluorescence des cellules, c'est logarithmique, que vous voyez en blanc quand on va les traiter, soit avec le dextran fluorescent dans les nanoparticules, soit avec le dextran fluorescent en solution. Alors, dans les nanoparticules, vous voyez que si on co-incube ces nanoparticules avec du dextran ou avec du mannose, pourquoi du dextran ou du mannose? Parce qu'il faut savoir que les cellules dendritiques ont des récepteurs à mannose et que l'endocytose peut se faire via ces récepteurs, eh bien, si vous rajoutez comme substrat du mannose ou du dextran, vous voyez que vous ne changez pas la fluorescence intracellulaire. Et ça vous permet de conclure que les nanoparticules ne rentrent pas dans les cellules via le récepteur au mannose. Par contre, si vous co-incubez avec la cytocalasine, eh bien, vous allez bloquer d'une manière extrêmement claire la pénétration intracellulaire de ces nanoparticules, puisque vous voyez qu'on a une fluorescence qui correspond à l'autofluorescence des cellules. Si vous refaites la même expérience tout simplement avec du dextran fluorescent, eh bien vous voyez que là c'est l'inverse. La cytocalasine n'empêche pas la capture du dextran, mais par contre, si vous co-incubez avec d'autres molécules de dextran ou du mannose, vous voyez que vous réduisez le niveau de fluorescence à l'autofluorescence des cellules, ce qui veut dire que le dextran en solution rentre bien via le récepteur au mannose. Alors, on peut regarder la cytométrie de flux aussi, tout simplement en utilisant des anticorps fluorescents qui vont marquer les antigènes qui sont finalement responsables ou qui vont, dans tous les cas, identifier clairement les antigènes responsables de la maturation des cellules dendritiques, à savoir, encore une fois, le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2 et, par exemple, un antigène de type CD86. Alors, vous voyez très bien, encore une fois, ici, on a l'autofluorescence des cellules. Si vous co-incubez, si vous incubez ces cellules avec des nanoparticules d'acide polylactique ou avec des nanoparticules d'acide polylactique coglycolique qui contiennent en plus un booster de l'immunité, eh bien, vous voyez que vous allez avoir une augmentation extrêmement nette, vous le voyez, très bien, de CD86 et également du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2. Donc, vous voyez très bien que les nanoparticules de polylactique vont induire finalement la maturation de ces cellules dendritiques qui finalement vont favoriser d'une manière tout à fait claire la présentation des antigènes. Voilà en ce qui concerne, je dirais, les nanovecteurs, les nanotechnologies pour la vaccination. Alors, je sais bien que la chaire est centrée sur les nanomédicaments et les nanotechnologies, mais je pense que ce cours serait incomplet si on ne parlait pas des microparticules, parce qu'on a beaucoup utilisé les microparticules, c'est-à-dire quelques microns, une dizaine ou quelques dizaines de microns, pour faire de la vaccination. Et ces microparticules, sont principalement des microsphères
d'acide lactique coglycolique, des microsphères d'acide lactique coglycolique qui sont recouvertes d'acide hyaluronique, qui est un polymère qui va favoriser, vous allez le voir, la bioadhésion, et de microsphères qui vont être recouvertes de polymères cationiques, là aussi pour favoriser la bioadhésion, notamment avec les cellules dendritiques et les cellules présentatrices d'antigènes. Alors tout d'abord, la préparation de ces microparticules, elle est extrêmement simple. On va utiliser la technique que je vous ai présentée dans mon premier cours sur la préparation des nano- et des microparticules, à savoir évaporation de solvant en émulsion multiple. Alors rapidement et en 2 mots, que va-t-on faire? On va tout simplement réaliser une émulsion d'eau dans l'huile et on va dissoudre l'antigène dans la phase aqueuse interne de l'émulsion. Et ensuite, rappelez-vous, on va faire une émulsion d'émulsion, c'est-à-dire que cette émulsion, on va l'émulsionner dans une nouvelle phase aqueuse et on aura donc ce que l'on appelle une émulsion triple avec des gouttelettes d'eau dans une phase huileuse, elle-même dans une phase aqueuse. Et l'antigène est dans la phase aqueuse interne. Et ensuite, le polymère, il est dissous, bien entendu, dans le solvant organique, dans la phase huileuse. Ensuite, on va évaporer le polymère qui va donc précipiter autour des nanogouttelettes d'eau qui contiennent l'antigène. Alors, quelle est la difficulté de la formulation des vaccins à l'aide de micros, et ça vaut aussi pour les nanotechnologies, ça dépend lesquelles, dans tous les cas pour les nanoparticules de PLAGA, c'est la problématique de la dénaturation des protéines par l'encapsulation, parce que vous le savez, les solvants organiques qu'on va utiliser peuvent, dans certains cas, dégrader les protéines. Et donc, il faut faire des études détaillées de ce que l'on appelle de la préformulation pour être sûr que l'antigène n'est pas dégradé. Alors, est-ce que ça marche? Eh bien, encore une fois, dans cette expérience, on a tout simplement administré ces microsphères par voie muqueuse, c'est-à-dire par voie intranasale, et on a utilisé un antigène, on a encapsulé un antigène qui est l'antigène GD2, qui est un antigène classique du virus de l'herpès simplex. Qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, maintenant, vous le savez bien, d'une part, l'immunité muqueuse en termes d'IgA, et puis d'autre part, l'immunité systémique en termes de dosage de l'IgG au niveau du sérum. Et vous voyez que si on regarde à la fois au niveau nasal et au niveau de la muqueuse vaginale, eh bien, vous voyez que pour ces 2 muqueuses, on va avoir, après administration des microsphères, de l'antigène sous forme de microsphères au niveau de la muqueuse nasale, on va avoir des expressions d'IgA beaucoup plus importantes qu'avec les autres formulations pour l'administration de cet antigène. Vous le voyez, l'antigène seul ne va pratiquement rien produire en termes d'IgA, ne va même rien produire en termes d'IgA. Ce fameux vaccin à base de squalène dont on a beaucoup parlé, pas grand-chose non plus. Les ISCOM un tout petit peu. Mais vous voyez que ce sont les microsphères qui sont les plus efficaces. Alors que si vous regardez la réponse systémique, eh bien les microsphères sont toujours relativement efficaces, mais dans tous les cas, pas plus efficaces que les ISCOM, pas plus efficaces que le vaccin à base de nanogouttes de squalène. Alors on peut améliorer les choses, je vous l'ai dit, notamment en mettant à la surface de ces microsphères un agent de bioadhésion, un agent bioadhésif, à savoir de l'acide hyaluronique. Et ici, c'est une expérience avec des microsphères dans lesquelles on a encapsulé l'antigène, encore une fois, de la grippe, à savoir l'hémagglutinine, encore une fois pour la vaccination nasale. Et on va regarder ici, encore une fois, l'immunité systémique au niveau du sérum sous forme d'IgG et l'immunité muqueuse sous forme d'IgA. Alors, vous avez le niveau des anticorps IgG ou IgA pour la formulation de microsphères bioadhésives en noir, pour l'antigène sous forme libre, mais avec un booster de l'immunité, les deux étant administrés par voie intranasale, c'est ce que vous avez en gris. Et en blanc, à titre de comparaison, vous avez l'antigène qu'on a injecté par voie intramusculaire, c'est-à-dire par voie systémique. Première observation, regardez la partie droite de cette diapositive, seules les microsphères vont donner une réponse de type muqueuse, c'est-à-dire une réponse de type IgA. Au
aucune des autres formulations, évidemment, même aussi l'antigène sous forme libre par voie intramusculaire, ne va donner de la production d'IgA. Et vous voyez que même en termes d'immunité systémique de type IgG, eh bien, vous voyez que ce sont, dans tous les cas, 8 jours après l'administration, ce sont clairement, et même 6 jours aussi, ce sont les microsphères bioadhésives qui vont donner la réponse la plus efficace. Alors, on peut recouvrir aussi, vous le voyez, ces microsphères par, vous le voyez, des polymères qui vont être des polymères ou des lipides qui vont être cationiques. On va rendre par conséquent ces microsphères chargées positivement et on va pouvoir les remplir, par exemple, avec un antigène anti-HIV, qui est l'antigène GAG. Alors, il faut savoir que GAG est une protéine d'enveloppe de HIV, donc du virus du sida. Vous voyez que si on regarde le pourcentage de lyse, c'est-à-dire la réponse, c'est cytotoxique, l'antigène administré, cette fois-ci encore par voie intranasale, sous forme libre, est totalement incapable de donner lieu à une réponse de type C cytotoxique. Par contre, alors cette fois-ci, on n'a pas utilisé l'antigène, mais on a utilisé un ADN qui code pour l'antigène. Eh bien, vous voyez que cet ADN va induire, évidemment, l'expression de l'antigène correspondant, à savoir la protéine GAC. Celle-ci va induire l'immunité, et vous voyez que vous allez avoir un niveau d'immunité beaucoup plus important avec une lyse des cellules. Et vous voyez ici, dans la partie inférieure de la diapositive, que ça va se traduire avec des titres d'anticorps beaucoup plus importants pour les formulations de microsphères cationiques. Alors, soit qu'elles sont recouvertes de CTAB, qui est un ammonium quaternaire, soit qu'elles sont recouvertes de DDA, qui est tout simplement un lipide ou un phospholipide cationique. Donc, vous voyez que le message important, c'est qu'à condition de faire de l'encapsulation, vous pouvez aussi utiliser un gène pour induire l'expression de la protéine qui elle-même va induire l'expression de l'immunité. Quelques diapositives maintenant sur un sujet assez chaud dont je voudrais vous parler, c'est celui de l'utilisation des microsphères, en particulier d'acide lactique polyglycolique, pour l'application au développement de vaccins dans le domaine de la biodéfense. Alors, le premier exemple que je voudrais vous donner, c'est avec le bacille de la peste, Yersinia pestis. Alors, vous savez que le bacille de la peste, il a 2 antigènes qui sont très immunogènes. C'est l'antigène F1, qui est en fait une protéine de capsule et qui est caractérisée par des propriétés antiphagocytaires. C'est-à-dire que finalement, Yersinia pestis va se défendre vis-à-vis de l'endocytose par les macrophages en synthétisant cet antigène qui va empêcher la phagocytose. Et puis il y a l'antigène de virulence G, qui est également une protéine qui est sécrétée afin de réguler la formation des protéines de surface de Yersinia pestis. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a mélangé ces 2 antigènes qu'on a encapsulés dans des microsphères qu'on a injectées, qu'on a administrées par voie intratrachéale, par voie intranasale et par voie intramusculaire. Et on a regardé l'immunité systémique en termes de production d'IgG sérique, IgG anti-V et IgG anti-F1, anti-V sur la gauche de la diapositive, anti-F1 sur la droite de la diapositive. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, lorsque vous formulez ces 2 antigènes sous forme de microsphère, à la fois en termes de titre IgG anti-F1 et d'IgG anti-V, vous avez des taux d'anticorps très largement supérieurs avec la formulation de microsphère comparativement à la formulation de l'antigène sous forme libre. Donc vous voyez qu'on peut utiliser des microsphères pour se défendre éventuellement contre une action dans le domaine de la défense. Autre exemple, c'est la toxine de la ricine. Pourquoi la toxine de la ricine? Eh bien parce que c'est une des toxines, vous le savez, les plus puissantes, qu'elle est facile à produire et qu'elle est dans tous les cas plus facile à produire que l'anthrax ou que la toxine botulique. On sait que c'est un agent qui est potentiellement efficace et qui pourrait être disponible pour le bioterrorisme. Alors, tout ça a été publié, donc ce n'est pas un secret. Et peut être notamment utilisé en aérosol, ce qui pourrait évidemment, vous l'imaginez, poser des problèmes considérables.
Et donc on a essayé de développer un vaccin contre la ricine, non pas un vaccin qu'on doit injecter à toute la population, mais que la population pourrait prendre en cas d'action bioterroriste, par exemple par administration par voie orale. Alors est-ce que ça marche? Eh bien ça marche pas mal. Vous voyez qu'on a encapsulé la toxine de la ricine dans des microsphères que l'on a donné soit par voie sous-cutanée, soit par voie orale. Alors par voie orale, 50 microgrammes, par voie sous-cutanée, 15 microgrammes. La voie sous-cutanée est en noir et la voie orale, les 50 microgrammes, est en gris foncé. Alors vous voyez qu'on va produire des IgG sériques anti-ricine avec ces deux formulations administrées par deux voies différentes, relativement importantes, alors que la solution de toxine de ricine injectée soit par voie sous-cutanée, soit par voie orale aux mêmes doses, eh bien, vous le voyez, n'a aucun effet en termes de production d'IgG sériques. Et tout cela va se traduire en termes de mortalité. Alors ici, évidemment, c'est un modèle souris qu'on a soumis, on a exposé ces souris à la toxine de la ricine. Vous voyez qu'elles vont tous mourir, même si elles ont été immunisées préalablement par la toxine sous forme libre, soit par voie orale, soit par voie systémique. Et vous voyez qu'en revanche, les formulations de microsphères administrées soit par voie orale à 50 microgrammes, soit par voie sous-cutanée à 14 microgrammes, eh bien, ces deux voies d'administration des microsphères vont protéger tous les animaux, je dirais, de la toxicité de la toxine, de cette toxine. Je termine ce cours sur la vaccination par des forces physiques, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi une approche qui consiste à utiliser ce que l'on appelle, je vais vous l'expliquer, des canons à particules d'or ou l'électroporation avec ou sans nanotechnologie ou microtechnologie. Tout d'abord, la délivrance épidermique de gènes couplés à des particules d'or. De quoi s'agit-il? On va tout simplement prendre un gène, un ADN, un plasmide, et on va absorber ce gène sur des nanoparticules d'or. Et puis, on va administrer ce gène absorbé sur les particules d'or sous pression d'hélium dans l'épiderme. Vous voyez très bien ici l'épiderme, le derme. Vous voyez en noir les particules qui vont être distribuées dans l'environnement immédiat des cellules présentatrices d'antigènes qui se trouvent au niveau du derme. Alors, l'ADN va être délivré aux cellules présentatrices d'antigènes, aux cellules dendritiques. Ensuite, l'ADN va être élué à partir des particules d'or, va être transcrit sous forme de protéines, et je vous signale qu'au cours prochain, on aura deux cours qui seront centrés sur tout l'aspect de thérapie génique, donc ceci c'est un avant-goût de ce qui vous sera dit. Et ce gène, bien entendu, cet ADN qui a été administré aux cellules présentatrices d'antigènes, va être transcrit sous forme de protéines. Ces protéines produites par les cellules présentatrices d'antigènes vont permettre d'être présentées aux lymphocytes T, et donc ceci va être le point de départ de la réponse immunitaire. Il y a une autre voie physique qui est celle de l'électroporation, où là, on va tout simplement utiliser, vous le voyez, un courant électrique de quelques millisecondes qui va, comme vous le voyez au niveau de ces bicouches, créer des espèces de pores dans la bicouche phospholipidique de la membrane cellulaire, tout simplement désorganisant l'organisation supramoléculaire des phospholipides. Et vous le voyez très bien sur la partie gauche de la diapositive. Vous voyez ici la membrane qui n'a pas subi les pulses électriques. Elle est soumise au processus d'électroporation, donc vous voyez qu'on voit bien les trous qui vont se mettre dans la membrane des cellules. Et puis, quelques secondes après, la membrane, les trous se sont refermés, la membrane s'est refermée. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est réversible et qui, en principe, à condition, bien entendu, de choisir la bonne intensité de voltage, etc., est totalement non toxique. Alors, est-ce que ça marche? Vous voyez qu'ici, on a voulu traiter, enfin, vacciner dans tous les cas, des animaux de laboratoire en utilisant un ADN qui va coder pour un antigène de surface de l'hépatite B.
Si on administre l'ADN tout seul, eh bien, il n'y a absolument aucune production d'anticorps systémiques, d'immunité systémique. Si on administre l'ADN adsorbé sur les nanoparticules colloïdales d'or avec ce fameux canon à hélium, après 4 semaines, il n'y a pas de réponse immunitaire. Après 6 semaines, on voit apparaître une petite réponse. Après 8 semaines, elle augmente. Et après 10 semaines, on a la production d'un certain niveau d'anticorps au niveau systémique. Mais ce n'est pas terrible. Si maintenant on injecte l'ADN par électroporation, donc en ouvrant les pores dans la membrane cellulaire, vous voyez que dès 4 semaines, on voit apparaître une immunité de type systémique qui augmente jusqu'à un niveau élevé après 8 semaines. J'attire votre attention sur le fait que ceci est une échelle logarithmique. Et on peut, vous le voyez ici, associer d'une part l'utilisation de nanoparticules d'or colloïdales, l'injection, l'administration avec sous pression d'hélium et également l'utilisation de l'électroporation. Et dans ce cas-là, eh bien, vous voyez qu'on a la production très rapidement d'anticorps neutralisants et qu'on atteint, après une dizaine de semaines, des niveaux d'anticorps qui sont relativement élevés. J'en arrive maintenant à la conclusion de ce cours. J'espère vous avoir convaincu que les micro- et les nanotechnologies ouvrent des perspectives intéressantes et nouvelles dans le domaine de la vaccination et peuvent représenter, dans tous les cas, de nouveaux adjuvants de l'immunité, que ces micro- ou nanotechnologies sont capables de booster la réponse immunitaire à la fois au niveau sérique et au niveau humoral. Et vous voyez que sur le mode humoristique, eh bien, Dieu est en train de dire aux chercheurs que nous sommes, bon Dieu, j'ai oublié d'achever le système immunitaire, faites donc des nano- et des microtechnologies pour améliorer la défense par vaccination contre les organismes pathogènes. Je vous remercie pour votre attention.